Bonjour. Alors, je prends la parole aujourd'hui parce qu'il y a un thème qui, m'interpelle et j'aimerais réagir. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Karine et je suis psychologue, psychologue d'orientation psychanalytique. J'ai été, bercée par, les théories psychanalytiques pendant mes études. À la fin, des années 90, j'ai continué aussi, à travailler avec ce courant-là et puis avec d'autres. J'ai intégré, d'autres courants de pensée, d'autres façons de concevoir l'appareil psychique, mais je pense qu'en effet, quel que soit l'angle, par lequel on aborde le fonctionnement, de l'appareil psychique, on est juste complémentaires. Et en tout cas, concernant le développement affectif, de l'enfant et le fonctionnement, de notre, appareil à penser, la théorie freudienne nous apprend beaucoup de choses. Mais là, en ce moment, il y a un débat qui m'interpelle et des mots qui sont employés, je trouve, à mauvais escient. On entend beaucoup parler de sexualité chez l'enfant et on- beaucoup de personnes réagissent, des professionnels réagissent à ces programmes d'éducation sexuelle à l'école, etc. Ça fait couler beaucoup d'encre. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on puisse employer ce terme de sexualité. Pourtant, dans mes études, en effet, les traductions des œuvres de Freud emploient ce terme-là, ce mot sexualité. Et pour parler de sexualité infantile, et moi j'ai bien compris qu'il s'agissait pas de la sexualité comme celle dont on comprend en parlant de sexualité pour l'adulte. Mais bon, les traductions sont ce qu'elles sont. On travaille avec ce que nous apporte notre langue. Là, je trouve que ça prend des proportions qui m'inquiètent et qui m'amènent à penser qu'il faut garder que c'est important de garder une position du coup plus radicale et de revenir en arrière, heu et de vraiment s'attacher aux détails. Les détails sont importants et donc quand on lit les textes de Freud en allemand, on se rend compte que Freud n'employait pas les mêmes termes pour parler, du développement de la vie affective et pulsionnelle chez l'enfant que pour parler de celle de l'adulte. Alors, je suis pas la seule à en parler. Christian Dubuis l'évoque et avant lui, Jacques Séda a fait un article très intéressant à ce sujet-là aussi en 2009. Donc Freud emploie le mot sexualtrieb pour parler de la pulsion sexuelle chez l'adulte, et il emploie un autre terme, Geschlechtstrieb, pour parler de la vie pulsionnelle chez les enfants. Geschlecht en allemand. Alors, j'ai été vérifier un petit peu comment c'est traduit de nos jours sur les moteurs de recherche, sur Internet, etc. Je me suis rendu compte que si on fait une première recherche toute simple, avec Google Translate en plus, ou d'autres traducteurs, hein, en effet, on voit apparaître marqué pulsion sexuelle. On se dit c'est bizarre, pourtant c'est deux mots différents. Mais quand on fait une recherche en allemand, avec les dictionnaires allemands, et qu'on met seulement Geschlecht, on s'aperçoit que là, il y a d'autres façons d'expliquer le mot. Et donc, même si après on utilise des logiciels de traduction, je me rends compte que dans ces cas-là apparaît le mot genre dans le sens, en effet, d'une construction de l'identité à partir des caractéristiques biologiques. Et que ça renvoie aussi à la famille de l'espèce humaine. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que Geschlechtstrieb, à d'autres moments, était traduite par libido. Mais libido, c'est un terme que Freud a employé spécifiquement. Il a employé libido pour dire libido, parce que libido, c'est un terme d'origine latine et que Freud a utilisé aussi. Donc Geschlechtstrieb, c'est pas libido non plus. Il y a bien une nuance. Ensuite, quand on étudie un peu plus conséquemment la pensée freudienne, c'est une pensée évolutive, parce que le psychisme humain est complexe. Il a été l'un des premiers à pouvoir conceptualiser de manière si complexe le développement, les jeux affectifs, pulsionnels, etc. Et ça s'est étalé sur plusieurs dizaines d'années. Et sa théorie a évolué
Et à certains moments, pour d'autres concepts aussi, même lui, il tâtonnait, il mettait en avant une première conception, une deuxième, il utilisait certains mots, et puis à d'autres moments, il utilisait d'autres mots. Et dans la suite de Freud, d'autres auteurs ont essayé aussi de démêler un petit peu tout ça. Et c'est ainsi que Ferenczi, par exemple, a parlé de la confusion des langues. Pourquoi est-ce que je m'arrête là-dessus? Donc la confusion des langues, c'est lorsque on attribue à l'enfant un fonctionnement, une pensée empreinte de nos filtres à nous, de notre propre conception du monde, de notre code à nous, adultes. Il y a une notion dans le développement psychique et qui est admise aussi par toutes les personnes qui travaillent autour du trauma, c'est la notion d'après-coup. C'est le fait que, généralement, on a une compréhension du monde, des codes du monde, du langage du monde et de notre éprouvé, pulsionnel, corporel, qui évolue de la naissance jusqu'à l'âge adulte, mais qui n'est donc pas le même entre l'enfant et l'adulte. Le cerveau de l'être humain, lorsque le petit humain naît, son cerveau n'est pas fini. Le développement neuronal, il, il a à peine commencé en fait pendant les 9 mois de gestation. En tout cas, il se poursuit jusqu'à l'âge de 25 ans, d'après certaines dernières recherches en neurosciences. Donc, on imagine bien que des adultes qui ont 30, 40 ans ont un outillage, un appareil biologique conceptuel plus mature que celui des enfants. Déjà, ça c'est un fait indéniable. Forcément, les enfants ne peuvent pas comprendre, ressentir les choses de la même manière que les adultes. Ensuite, il y a dans le développement de l'enfant euh, un cheminement qui se fait et qui est basé sur la gestion d'une énergie. Cette énergie, on est tous dotés. Freud, en effet, parle à un moment donné de réservoir libidinal, mais plus tard dans sa conception du développement psychique, bien plus tard que lorsqu'il parle de la sexualité infantile, enfin, en tout cas c'est traduit dans ces termes-là en français, euh, en tout cas il parle des théories sexuelles, de la théorie sexuelle, 3 essais sur la théorie sexuelle. Eh bien plus tard, il va parler, il va avoir une autre façon de comprendre la vie pulsionnelle, il va parler de pulsion de vie et de pulsion de mort. En tout cas, on a un réservoir énergétique, on a une tension euh, interne, une énergie qui peut s'apparenter à ce que d'autres vont appeler un élan vital. Et dès les premiers temps, avant même que la psychanalyse apparaisse, et là vous verrez, on peut faire des ponts et des liens entre la fin de la pensée de Freud et les débuts. Freud s'est intéressé à cette énergie dans l'esquisse pour une psychologie scientifique. À cette époque, il était encore plus neurologue que psychanalyste, et il commençait à s'intéresser à l'hystérie et au fonctionnement psychique. Et il a conceptualisé tout un appareil de gestion de cette énergie pour pouvoir expliquer les balbutiements du développement de la pensée. Et il a été le premier à cartographier un petit peu les flux énergétiques dans les neurones. Cette énergie, cette tension, qui est liée, en fait, on va être soumis à des tensions qui viennent de l'extérieur et à des tensions qui viennent de l'intérieur. Quand le petit humain a besoin, a faim, ressent la faim et a besoin d'être alimenté, le bébé va d'abord halluciner la réponse. On le voit quand les bébés dorment à moitié et commencent à téter dans le vide. Si le sein arrive à ce moment-là, généralement ils ont faim, ils mangent. Si on attend, au bout de quelques temps, là ils vont réellement se réveiller et ils vont commencer à pleurer. Donc ça nous montre bien qu'il y a un premier temps où en fait ils essayent de se satisfaire
par le rêve, d'une certaine manière. Alors, le rêve, je sais pas exactement ce qu'ils voient. Ils ont peut-être pas d'image d'ailleurs. Nous, on rêve avec des images, mais on peut aussi ressentir, avoir des sensations, etc. Si pour que cette énergie puisse être utilisée à des fins de développement cognitif, il faut justement que à un moment donné, le bébé rencontre la frustration. Et c'est ce qui va se passer. Euh, on va pas pouvoir toujours répondre à ses besoins tout de suite. Et le temps qu'on prépare la situation, hein, que la mère mette au sein l'enfant, ou qu'elle prépare le biberon, ou que ce soit l'autre personne qui s'occupe de l'enfant, il va se passer un petit peu de temps. Et donc l'enfant va devoir apprendre à différer. Il va devoir donc gérer cette tension. Et en même temps, il va devoir trouver des stratégies pour pouvoir différer. Alors là, je suis partie sur la, la question de la faim, mais dans tout le développement humain, on va avoir un besoin, on va ressentir une tension, on va vouloir décharger, mais on va pas pouvoir toujours le faire tout de suite. Et donc, on va devoir trouver des stratégies, on va devoir réfléchir et on va devoir mettre en place des stratégies pour pouvoir trouver une autre solution. Et c'est ça qui permet à l'être humain de rentrer dans ce qu'on appelle les processus secondaires et donc dans la réflexion et de développer l'intellect. Ensuite, ça se complexifie au fil de l'avancée de l'évolution ontologique. L'enfant passe en effet par différentes phases où il va avoir à découvrir sur le plan sensoriel des ressentis, des sensations. La sensation au niveau de la succion. Et puis ensuite, il va avoir à contrôler, à apprendre à se soucier de ses sphincters, donc à pouvoir utiliser ses sphincters pour la propreté, pour l'acquisition de la propreté. Et puis après, dans un troisième temps, il va prendre un peu mieux conscience euh, de son sexe qui lui permet de faire pipi d'abord. Hein. En même temps qu'il a à contrôler ses sphincters, il contrôle la miction. Et puis petit à petit, voilà, il va prendre conscience au fur et à mesure des différents composantes de la vie humaine. Les différentes composantes de la vie humaine, ça peut être l'introduction de la mort, c'est-à-dire qu'il y a la vie, il y a la mort. Et puis dans la vie, ben, il y a la reproduction, il y a le fait qu'on fait des bébés. Hein, ça fait on a des différences de génération. On a les papis, les mamies, les papas, les mamans, les enfants. Euh, et donc, il y a des générations. Il y en a qui partent et il y en a qui naissent. Donc l'enfant va se poser petit à petit ces questions-là. Et en même temps, il va apprendre à faire la découverte des sensations de son corps. À aucun moment à ce moment-là, il y a de sexualité génitale et d'orgasme, etc. Il y a une excitation qui est là, une énergie. Et plus un enfant a une énergie, un besoin, un élan vital, moi je trouve plus c'est une chance parce que ça suppose qu'il a beaucoup d'énergie qui pourront ensuite être attribuées dans le domaine de la création, dans le domaine intellectuel. On va parler de sublimation de l'énergie. Donc plus l'enfant est éveillé, plus l'enfant est dynamique et plus quelque part il a un potentiel d'énergie à sublimer. Si vous m'avez suivi un petit peu tout à l'heure quand je vous ai parlé de la canalisation de cette énergie, c'est bien parce que à un moment donné, on va l'empêcher d'être dans la satisfaction immédiate de sa pulsion, qu'il va devoir créer, qu'il va se confronter à la frustration, ça va lui permettre d'apprendre les limites, d'apprendre le respect de l'autre, etc. Et il va aussi, du coup, devoir trouver d'autres solutions. Et ça va permettre dans un accompagnement bienveillant de l'enfant, de l'accompagner vers ce qu'on appelle la sublimation. La sublimation, elle peut être dans le travail artistique, dans le travail intellectuel, etc.
Donc, vers l'âge de 6 ans, le cerveau de l'enfant est un peu plus mature et il arrive à mieux gérer les émotions. Il est moins débordé par ses émotions lorsqu'il est frustré, lorsqu'on lui dit non. Euh, il est moins envahi par les questions de découverte de son corps, c'est-à-dire qu'il sait contrôler la miction, il sait contrôler les sphincters, il a plus besoin de téter, il sait manger tout seul, donc il sait marcher, il sait courir, donc il peut enfin se soucier d'autre chose que de son corps. Il peut enfin se soucier d'apprendre à lire, à écrire et d'entrer aussi dans la vie sociale, apprendre les codes moraux, le respect de l'autre, etc. C'est ce que Freud décrit comme phase de latence. C'est entre 6 ans et 10 ans, et c'est très important de respecter d'ailleurs cette phase-là pour permettre à l'enfant d'investir le développement cognitif et d'apprendre à continuer à gérer la pulsionnalité à l'intérieur de lui. Ça lui permet aussi de souffler un petit peu, de se poser avant justement le chamboulement pubertaire, les hormones et justement l'accès à un ordre symbolique différent du monde des adultes. Alors, je vais revenir sur mon propos de départ, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué ce cheminement-là. Pourquoi je défends l'importance pointilleuse, c'est vrai, pointilleuse, d'utiliser les termes à bon escient. Pourquoi est-ce que le mot sexualité, lorsqu'on parle des enfants, n'est pas approprié? Ni même des adolescents. C'est aussi compliqué parce que, vous allez comprendre, ça ouvre à euh, un risque de mauvaise interprétation. Quand on est psychologue, psychanalyste, euh, on peut se laisser à un moment donné influencer, fourvoyer et se détacher un peu des textes et oublier que derrière ce mot sexualité, quand on parle de l'enfant, c'est pas du tout ce qu'on entend par sexualité du côté des adultes. Ça n'a rien à voir, ça n'est pas même si un enfant, vous le voyez bébé se tripoter le zizi ou explorer son clitoris et son sexe quand c'est une fille, rares sont ceux qui vont aller jouer dans le vagin. Mais ça peut arriver, il y a des enfants qui voient un trou et voilà, qui l'explorent, c'est pas tous. Les enfants ne sont pas du tout dans une démarche d'orgasme, de plaisir, apprendre, etc. Ils sont dans une découverte de ce qui se passe et puis voilà. Ce qui est sûr, c'est que si l'adulte introduit des pensées, des cadres de référence à une perception des choses qui lui est propre et qu'il projette ça, il donne ça en nourriture à l'enfant. L'enfant, lui, il pense que tout ce qui vient de l'adulte, c'est forcément bon. Enfin, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qui est normal. Il va le prendre, voire même peut-être, ça va attiser une certaine curiosité. Il va avoir envie d'en savoir plus parce que il comprend pas. Et le propre de l'être humain, lorsqu'on comprend pas, c'est d'avoir envie de comprendre. Mais ça peut aussi le perturber parce que généralement ça l'agite, ça le perturbe et en même temps il essaye de comprendre, donc il reproduit ce qu'il voit sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est plus tard, quand il deviendra adulte, qu'il comprendra ce qu'il a vécu enfant et qu'il comprendra à quel point c'était étrange. C'était peut-être pas normal. Et je pense qu'en fait, on est beaucoup d'adultes à avoir été effractés et à avoir reçu des savoirs ou vu des choses ou subi des choses alors que notre appareil psychique n'était pas prêt à les recevoir. On s'est construit avec ça, tant bien que mal, et parfois, euh, c'est resté d'ailleurs refoulé très longtemps, ça ressort à l'occasion d'une situation, ça peut être l'entrée dans la vie amoureuse, mais ça peut être aussi plus tard, peut-être à l'occasion d'un débat, justement, sur la question de la sexualité. Et là, on a tous aussi
des souvenirs, plus ou moins, hein, quand je dis tous. Chacun va prendre ce qu'il a à prendre. Mais on est aussi nombreux à se souvenir que des fois, on a eu des comportements qui, avec notre vision d'adulte, on pourrait lui trouver une autre connotation. Il y a des enfants qui vont baisser leurs culottes devant un autre enfant pour montrer leur sexe ou montrer leurs fesses. Et puis en plus de ça, ils vont être sensibles à la réaction des adultes autour d'eux. Hein, donc si les adultes réagissent de manière offusquée, alors soit ça peut les pétrifier et ils se disent oh là là, c'est un endroit dangereux, sale, pas propre, berk machin. Mais ils peuvent aussi se dire ah tiens c'est bizarre, ça le fait réagir, c'est que c'est rigolo parce que j'aime bien voir l'adulte dans cette réaction-là, ça me surprend. Alors du coup ça peut aussi leur donner envie de continuer, mais sans vraiment comprendre pourquoi est-ce que l'adulte il a une réaction particulière. Donc c'est important si à l'adulte de pouvoir expliquer. Mais du coup, l'enfant, bah voilà, il va ressentir des choses, il va faire des choses. Et lorsque on est enfant, on voit pas forcément le mal. Quand on devient adulte et qu'on comprend les choses, on refait une lecture de notre passé. Et là, on relit ce qui s'est passé. Là, on se dit, ouais, bon, c'était pas top que je monte ma culotte à tout le monde, par exemple, ou que je baisse ma culotte même, ou c'était peut-être pas top que j'impose aux petits du groupe une mise à nu, ou de mimer l'acte des parents et nous ça nous fait rigoler alors qu'on a 12 ans, 13 ans et que les enfants ont 5 ans, 6 ans, etc. Et donc quand on y repense, une fois qu'on est adulte, on se dit mince, c'était pas cool ce que j'ai fait, et soit on a honte, soit on se culpabilise, soit justement on veut rien savoir de tout ça. Parce que c'est difficile de ressentir ces émotions-là. C'est difficile d'accepter que, bah ouais, en nous, il y a des choses qu'on valide et des choses qu'on valide moins. C'est pas toujours facile d'accepter de regarder en face ça avec et de prendre du recul par rapport à ça. Et donc on peut être tenté aussi de vouloir banaliser ces choses-là. C'est-à-dire que pour éviter de se confronter à notre traumatisme, pour éviter de se confronter au fait qu'il y a des choses qu'on a qu'on digère pas, eh ben on fait comme si on n'avait rien mangé. On fait comme s'il n'y avait pas de problème. On dit mais non, mais en fait il n'y avait pas de problème. En fait c'était normal, tout était normal. Ça peut rassurer de penser ça. Moi c'est comme ça que j'analyse et que j'essaye de comprendre maintenant pourquoi il y a tant de gens qui commencent à baisser la garde et à essayer de faire des compromis sur les termes employés. Quelqu'un qui n'est pas initié à la psychologie, ou très peu, ou à la psychanalyse, qui connaît pas le détail du développement psychique, affectif, etc. Quand il entend parler de sexualité infantile, même si on lui dit c'est pas la même que celle des adultes, il peut pas mesurer ce que c'est parce qu'on a oublié, on a refoulé un peu tout ça. Et on est complètement euh, influencé par notre vision d'adulte. Donc c'est difficile de retrouver l'innocence de l'enfant en nous. Donc même si intellectuellement on nous dit mais non, c'est pas tout à fait pareil, au bout d'un moment, à force d'entendre ce terme, de l'entendre être rabâché, eh bien, on va avoir tendance à projeter sur l'enfant notre propre cadre de référence. Et si, alors, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que euh, d'après le rapport de la Civise, euh, donc la Civise qui a été missionnée pour pouvoir émettre un rapport sur les abus sexuels des enfants, sur les enfants, fin 2023, donc a rendu son rapport, et elle observe qu'il y a 160 000 enfants par an qui sont victimes d'effractions sexuelles, d'abus, d'une manière ou d'une autre. Ça fait quand même un enfant toutes les 3 minutes en France qui se trouve confronté à une effraction de la sexualité des adultes dans son monde d'enfant. Donc forcément, on est nombreux à avoir été concernés un jour ou l'autre par ça. Dans les chiffres qui sont relevés, tout le monde n'ose pas en parler. Et certaines personnes parlent d'attouchement, de viol, souvent dans la sphère d'ailleurs familiale ou proche. Mais ceux qui n'auront pas connu directement de viol
ou d'attouchement proche du viol, réfléchissez. On est quand même nombreux, à un moment donné, dans notre parcours, à avoir subi ou avoir été un peu passif face à des gestes ou avoir vu des choses, avoir vu quelqu'un se masturber devant nous alors qu'on ne l'avait rien demandé. Euh, pour les filles, par exemple, à un moment donné, il y a des jeux qui se passent. Les garçons touchent nos seins sans nous demander, euh, tentent de toucher nos sexes, même en les pénétrant avec des pénétrations digitales, etc. Je sais aussi qu'il existe des filles qui, à un moment donné, ont pu jouer à des mises à nu avec des garçons, etc., etc. Donc, c'est pas pour dire que c'est seulement les filles qui subissent, même si c'est quand même plus fréquemment les filles qui sont effractées. Donc, si euh, on observe l'histoire de l'humanité, on voit bien que ces questions-là, ces interdits, cet interdit de l'inceste, cet interdit de la différence des générations, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir. Il y a pas si longtemps que ça, des jeunes filles de 13 ans étaient mariées avec des vieux monsieur de 60 ou 70 ans. Il y a encore des pays dans le monde où ça se pratique de nos jours. Donc, on peut bien penser que c'est compliqué. Il y a des régions de France où dans les années 80, il était encore de tradition le droit de cuissage du père sur leur fille. Voilà. Donc on revient de loin un petit peu avec ces questions-là. Mais imaginez une société actuelle, là, où ce sont les institutions, les gouvernants, les organisations qui sont censées protéger les individus et en tout cas promouvoir le respect mutuel, qui viennent vous dire, oh, on peut parler de sexualité aux enfants, on peut même leur montrer comment faut faire, et on va même aussi les inciter à être à l'écoute de leur corps et à se masturber. Et ça, dès l'âge de 0 ans, hein. Et avec un programme très précis et pointilleux dès l'âge de 4 ans. Je ne vais pas vous détailler tout ce programme-là parce qu'il y a plein de mes collègues qui le font très bien. Vous avez peut-être vu circuler les vidéos désastreuses des programmes soutenus par l'éducation nationale, enfin les vidéos, ouais, les petits tutos, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer si les organes, les organismes, les institutions qui sont censées être le garant de l'interdit, des interdits, du respect des lois et des codes entre les gens, viennent vous dire, bon, on peut pas de sexualité chez les enfants. Petit à petit, est-ce que le risque, il n'est pas finalement que les gens s'habituent avec cette idée et qu'ils se sentent autorisés plus facilement encore que jusqu'à présent à enfreindre les règles et à effracter les enfants? Donc je pense que c'est pour ça que c'est important, vraiment, de faire attention aux termes qu'on emploie pour pas que les gens s'habituent petit à petit et se relâchent. Il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est un proverbe, c'est que, enfin il y en a deux. Le premier, c'est le diable se cache dans les détails. Et le deuxième, c'est que le chemin des enfers est pavé de bonnes intentions. Ce dernier proverbe, on peut le comprendre dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que celui qui dirige les enfers va utiliser les bonnes intentions pour arriver à ses fins, de manière déguisée. Mais aussi on peut le comprendre dans le sens où parfois des gens qui sont pleins de bonnes intentions ne se rendent pas compte qu'en fait ils empruntent la route, le chemin qui mènera aux enfers, à leur insu. C'est pour ça aussi que c'est important. Lorsque on voit qu'il y a des techniques de manipulation qui ont cours, lorsqu'on voit le risque
que les gens ont à se laisser influencer dans les discours, dans les représentations, lorsqu'on connaît comment fonctionne le psychisme humain, c'est pour ça que c'est important d'être vraiment vigilant sur les détails. Voilà. J'espère que j'aurais pas été trop longue et que mes explications auront été compréhensibles. En tout cas, j'essaierai d'autres moments de revenir sur certains des points et de les expliciter un petit peu mieux. Voilà. Merci de votre écoute.